Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Félix Caudron, je suis designer industriel, donc à la base je crée des objets et je suis devenu formateur consultant en impression 3D. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire la classroom sur les exports pour l'impression 3D. Et donc en quoi cela signifie? Donc on va vraiment voir comment exporter un fichier pour pouvoir l'imprimer, essayer de l'optimiser, le nettoyer pour éviter des problèmes et aussi pouvoir, si vous avez besoin d'importer un STL que vous avez récupéré et savoir pour le modifier par exemple dans Fusion 360. Donc le sommaire, donc on va d'abord parler en une minute, hein, vous inquiétez pas, ça va être très rapide sur l'impression 3D, parce que je suppose que si vous êtes là, c'est que vous en faites déjà un petit peu. Après, on va voir les différents exports qui existent pour l'impression 3D. Après, on va voir comment nettoyer et optimiser un fichier pour l'imprimante 3D pour éviter la post-production et éviter de perdre du temps. Et après, les petites astuces aussi pour imprimer, comme je disais, dans le positionnement de l'objet. Donc, qu'est-ce que l'impression 3D? Donc voilà, l'impression 3D, c'est la seule slide, mais c'est efficace. On part d'un modèle 3D CAO, donc créé sur ordinateur. Et donc, le moyen d'obtenir ce fichier 3D, il y a trois solutions. Il y a la première solution, c'est vraiment, on va le modéliser sur un logiciel type Fusion 360 ou SolidWorks, CATIA, il en existe des centaines des logiciels. Ou soit on le modélise, soit on va venir scanner un objet existant pour récupérer un nuage de points qui va être transformé en fichier CAO, donc on a un objet 3D, et de là on pourra l'imprimer également. Ou autrement, la troisième solution, c'est de télécharger directement par rapport à des bibliothèques de fichiers 3D qui existent sur Internet, type Thingiverse ou Cuts. Et donc là, vous pouvez les télécharger, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Si vous voulez les modifier, eh ben, on ne peut pas. Après, si, voilà. Donc, je vais vous montrer comment on peut importer dans Fusion un fichier et pouvoir le customiser pour pouvoir le personnaliser ou le modifier si on en a besoin. Parce que c'est quand même toujours cool de télécharger un fichier et de pouvoir mettre son nom en dessous ou mettre une petite personnalisation. Et donc, comme vous le voyez, hop, je vais venir. Donc, d'abord, on a son fichier 3D qu'on a eu donc soit par modélisation, soit par scan 3D, soit on l'a récupéré dans une bibliothèque. Ce fichier, on l'exporte. Là, j'ai mis format STL. On va voir qu'il y en a d'autres possibles, mais c'est le STL qui est le plus connu et le plus utilisé. On a son fichier STL, donc il transforme notre objet en une sorte de peau, on va dire, une sorte de surface qui est pleine de points et de petits triangles, mais ça, je vais vous développer après. Et après, on doit venir le découper. Donc, on passe dans un trancheur ou un slicer, le terme original en anglais. Et donc, ça, il en existe plusieurs. Hein. Pareil, je vous les montrerai après, type Cura, Simplify, il y en a beaucoup. Et après, là, c'est à vous de rentrer vos paramètres. Est-ce que vous avez quelle qualité vous voulez? Est-ce que vous voulez des supports? Est-ce que vous voulez pas de support? Est-ce que vous voulez améliorer la surface d'adhésion? Est-ce que vous voulez quel matériau vous mettez? La température? Là, on rentre tous les paramètres et après on l'imprime. Et donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que on a une 3D, on en sort un STL, après on le tranche, après on le met dans une imprimante 3D. Et si on va imprimer sur une imprimante 3D type filament à 200 € ou une machine frittage de poudre laser métal à 1 million d'euros, c'est exactement le même processus. On prend une 3D, on le transforme en STL, on le slice, on en sort un G-code, on l'envoie dans la machine. C'est toujours pareil. Que la machine coûte 1 million ou 200 €, c'est le même procédé. Et une fois que c'est imprimé, on obtient son objet final avec plus ou moins de post-production selon la complexité de la pièce, selon la technologie et selon aussi le positionnement que vous avez fait dans votre machine pour avoir votre objet. Hop, je reviens là. Donc voilà, maintenant on va voir les différents formats d'export proposés pour l'impression 3D. Donc là, je vous ai mis il en existe des exports en 3D, il en existe des millions, hein, parce que chaque logiciel 3D a son propre export. Mais quand on parle d'export pour l'impression 3D, là, voilà surtout STL, OBJ et AMF, ce sont vraiment les trois. PLY et WRL, je vais quand même vous les expliquer, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment pour l'impression 3D. Donc, on va commencer tout d'abord par le STL. Donc, c'est le plus utilisé, vous devez déjà le connaître. C'est vraiment le fichier emblématique de l'impression 3D. Tous les sites, les bibliothèques type Thingiverse de fichiers, c'est que des fichiers STL qui est à l'intérieur. Et l'avantage d'un fichier STL, c'est que c'est assez léger, entre guillemets. Donc, ça peut facilement se transférer par mail ou par clé USB. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, qu'est-ce que le STL? Donc, il y a un peu de... beaucoup de gens pensent que STL, c'est stéréolithographie. Mais apparemment, l'officialise, donc stéréolithographie, hein, c'est le terme scientifique pour dire impression 3D, hein, c'est impression par couche. Et donc, mais le terme original serait sans doute le Standard Tessellation Language. Et donc qu'est-ce que le langage de la tessellation? Et donc, qu'est-ce que la tessellation? Si vous ne savez pas, la tessellation, c'est prendre une surface et la diviser en plein de petits objets. Et donc,
le plus simple pour comprendre, c'est imaginer une mosaïque. Vous avez une œuvre d'art, un tableau, on peut avoir le même à côté fait en mosaïque, vous avez juste des tout petits morceaux qui vont être collés les uns, tous des morceaux différents, des petits triangles ou des petits carrés, qui vont être collés tous ensemble, et tous ensemble, ça va donner une œuvre d'art, ou voilà, ou un tableau, ou un vase, ou quelque chose. Et ça, c'est la tessellation. C'est transformer une surface en milliers ou centaines de petits objets. Ben, ça, le STL, c'est exactement la même chose. Comme vous le voyez, hop, attendez, je remets mon petit pointeur. Comme vous le voyez ici, ah, pardon, ça n'a pas marché. Ah, bon, le projecteur ne marche pas, mais comme vous voyez là où je bouge ma souris, vous avez le vase à gauche, qui est une surface donc, qui est fait sur un logiciel 3D, donc qui est quelque chose de tout bien lisse, tout beau, il n'y a aucun angle, c'est tout smooth. C'est une surface qui a été créée par le logiciel, donc on voit que tout est bien arrondi. Et dès qu'on le transporte en STL, vous voyez juste à côté, là, ce vase, il a la même forme, sauf qu'il est divisé en beaucoup plus de petites surfaces qui sont tous des petits triangles. Et tous ces petits triangles, comme une côte de maille un peu, ou comme une mosaïque justement, viennent s'additionner tous ensemble pour régénérer cette forme. Et donc justement, comme vous le voyez à côté, on peut avoir avec les trois visages, différentes tessellations selon la qualité qu'on demande au logiciel et selon la capacité qu'a l'ordinateur aussi de l'exporter. Et après aussi selon le poids dont vous avez besoin. Est-ce que vous voulez vraiment une super qualité? Et donc justement, maintenant, la nouvelle mode, ce qui a cette tendance, c'est très graphique, c'est de faire une tessellation très, donc on appelle ça low poly, donc en basse qualité de polygone. Et l'idée, c'est qu'il y en ait de moins en moins, comme ça votre objet il devient très géométrique, très facetté, et ça c'est très joli en fait, ça fait très artistique, ça change, mais logiquement on veut avoir ces vraies courbes, donc il vaut mieux demander beaucoup de triangles, mais plus on en demande forcément, plus votre fichier est lourd, donc ça rentre aussi en jeu. Et donc qu'est-ce que le STL, hein? Donc c'est bien des mailles triangulaires, et c'est surtout que c'est incolore, c'est que c'est vraiment juste un nuage de points, un nuage de triangles, mais il n'y a pas de matière, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de texture, c'est une peau. Et après, on voit que si on veut de la couleur, il faut faire d'autres exports. Et vous verrez que dès que vous voulez exporter votre fichier 3D en STL, il vous proposera toujours binaire ou ASCII. Paniquez pas, entre guillemets, ça revient au même, c'est le même fichier qui en ressort, sauf qu'en binaire, votre fichier il est compressé. Il sera souvent 4 ou 5 fois plus léger qu'en ASCII. Donc ça vaut le coup si on va le transférer par mail ou même à force de stocker sur son ordinateur, autant que le fichier soit plus léger. Et la grosse différence, en fait, c'est que comme il est comprimé en binaire, si on rouvre le fichier, il est compliqué à lire. C'est comme ça a été compressé, on n'arrive pas à le lire. Alors que le ASCII, il est beaucoup plus lourd, même si ça reste assez léger, hein. Mais là, on a vraiment c'est du texte, hein, donc c'est vraiment un fichier texte super long. Et donc, si on est un bon geek et qu'on sait lire et on comprend le code, on pourrait rentrer à l'intérieur un petit peu. On pourrait le lire et le décrypter. Alors sur le binaire, on ne pourra pas. C'est la différence. Donc, bon à savoir que si vous hésitez, entre guillemets, si vous aussi sur votre ordi, que vous le supprimez après, ça revient exactement au même. Mais en tout cas, bon, souvent le binaire est le plus utilisé parce que c'est plus léger, donc c'est plus efficace et c'est souvent celui qui est proposé un peu par, comment on dit, d'origine par le logiciel. Donc ça se fait automatiquement, mais il peut proposer aussi le ASCII. Et donc, il y a des moments justement, si vous ne comprenez pas lors d'export et que ça ne fonctionne jamais, peut-être essayer les deux et peut-être que l'un des deux marchera. Selon les logiciels, ça peut créer des problèmes, donc à vérifier. Et donc là, tout de suite, on va aller sur Fusion. Et donc sur le logiciel Fusion 360, je vais tout simplement vous montrer. Alors attendez, mon Fusion il est en train de faire dodo. Tac, tac, tac. Forcément, ça bug. David, ça marche toujours? Tu m'entends bien? Fusion, il est en train Ah bah, j'ai enfin récupéré mon pointeur, ok. Hop, on va ouvrir un fichier un peu au hasard. J'avais créé un fichier, où est-ce que je l'ai mis? Hop, excusez-moi, je suis en train de revenir. Tac, tac, tac. Bah zut alors, je l'avais pas enregistré. Il faut juste que je retrouve le fichier que j'avais préparé pour maintenant. Tac, 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 est-ce qu'il y a pas tout en bas? Non, bah c'est pas gênant, on va le faire en live. Donc tout simplement, si on veut faire un export, donc là je crée juste un fichier très rapide, hein, histoire d'avoir quelque chose à exporter. Hop, donc là j'ai créé mon petit objet.
Et donc maintenant, je veux juste savoir, David, est-ce que tu peux juste me dire sur le chat si tu m'entends toujours bien et si tout fonctionne pour toi? Pour me rassurer. Ah bah parfait, nickel. Donc, nous revoilà donc sur Fusion. Et donc dans Fusion 360, quand vous avez votre objet, d'ailleurs je vais l'enregistrer parce qu'autrement à chaque fois il demande exo export, tout simplement. Et donc il y a trois techniques différentes pour pouvoir exporter un fichier pour l'impression 3D. Soit ici directement vous avez votre objet, donc qui sans doute est un peu plus complexe que vous avez modélisé. Là je vous montre sur Fusion, mais sur tous les logiciels de 3D, c'est toujours plus ou moins la même chose. Il y a toujours soit dans export, il y aura fichier, il y aura STL, ou autrement il y a des choses écrites 3D print, il y a toujours un onglet, donc c'est toujours à peu près la même manipulation. Et donc ici le plus simple, vous avez directement Make en haut à droite. Et donc là, est-ce que ça marche si je mets mon pointeur? Je crois que je ne peux pas cliquer. Ouais, non, malheureusement. Donc je reviens avec la flèche. Et donc ici, si je vais sur Make, si je descends, je vois que j'ai 3D Print. Donc en fait, le logo là, c'est un raccourci. Donc si je clique directement sur l'imprimante, il m'ouvre. Et donc il me dit d'abord sélectionner l'objet. Donc je clique soit directement sur mon objet ici, soit je vais dans mon body et je clique sur mon body. Hein, ça revient en même. Et après, on voit qu'il me dit, donc là j'ai le mode preview qui est allumé, hein, donc comme ça je vois, et il me dit qu'il va faire 12 triangles. Forcément, ma forme, est, comme c'est juste un recte, c'est juste un pavé en plus avec des angles droits, pour lui c'est un peu plus basique. Mais tant mieux pour l'exemple. Et après, on voit qu'on peut demander est-ce qu'on veut quelle qualité on veut pour le poids de notre objet. Là, forcément, en haute qualité ou en basse qualité, il propose la même chose parce que la forme est tellement simple que pour lui, il n'y a rien de complexe. Après, on peut aussi tout paramétrer à la main, mais ça, clairement, évitez de le faire. C'est très bien paramétré par le logiciel. Mettez-vous plus, est-ce que vous voulez une bonne qualité ou une basse qualité? Autant toujours mettre une haute qualité. Après, si vous avez des soucis, vous pouvez réexporter en plus basse, mais tant qu'à faire. Et ici, directement, il vous propose, est-ce que vous voulez l'ouvrir avec un logiciel type Mesh Mixer pour le modifier ou Cura pour imprimer voilà, ces différents slicers. Moi, là, ce que je veux, c'est pas ça du tout. Donc, le plus simple, je trouve, c'est tout simplement de déconnecter, de décocher la case et on a juste à faire OK. Donc là, voilà, j'ai mon petit dossier. Donc, je vais le noter exo export pavé et je l'enregistre. Et on va voir que directement, si je vais sur mon truc, j'ai bien mon export pavé qui donc est bien un STL qui fait 684 octets. Et donc, mais là, voilà, comme je vous dis, là, il l'a exporté, mais finalement, je ne sais pas si c'est du ASCII, je ne sais pas si c'est du binaire. Il l'a un peu fait automatiquement. Donc, moi, je vous dis, je sais que c'est du binaire parce que de base, je sais qu'il sort en binaire. Mais disons que vous voulez le sortir en ASCII ou avec une autre technique, vous pouvez aller directement ici dans votre browser. Vous avez les bodies. Si vous décochez les bodies, vous avez votre body qui apparaît. Donc, si je clique dessus, on voit bien qu'il devient bleu. Et là, si je fais clic droit ici dans mon browser, j'ai Save as STL. Et donc, si on clique tout simplement sur Save as STL, là, il nous demande est-ce qu'on veut du binaire ou du ASCII. Donc, c'est là où on peut choisir. Donc, comme je sais qu'avant, avec le make, j'ai exporté en binaire, là, je prends le ASCII. Je peux faire le preview mesh. On va avoir la même chose. Et après, donc, j'ai tout simplement à faire OK. Et donc, je vais l'enregistrer sous le même nom, mais en mettant ASCII derrière. Donc, comme ça, on va pouvoir comparer la taille des fichiers. Et donc, si je reviens ici sur mon fichier, on voit bien que mon premier export, il faisait 684 octets. Et l'export en ASCII, il fait plus que 3, il fait 3 kilos. Donc on voit qu'il est plus lourd, donc il fait 3000. Donc on voit que c'est plus lourd. Ça, souvent, je dis, ça fait un cinquième à peu près. Donc là, on est en plein dedans. Donc ça, le binaire est 5 fois plus léger, mais au final, vous savez très bien que vous avez exactement le même fichier. Donc c'est plus voilà, sur un point de vue de rendement, d'emplacement sur votre ordinateur. Et après, sauf si vous êtes un geek en chef et que vous savez lire le code, le ASCII, vous pourrez vous essayer de le lire un peu comme la Matrix. La matrice, il faut savoir décrypter, mais si on sait le faire, apparemment, c'est facile. Donc, hop, ça c'était la petite option. Et après, la troisième option pour exporter, vous allez dans File et vous avez aussi 3D Print. Et donc là, comme on voit 3D Print, en fait, donc c'est la même technique que si je faisais Make directement. C'est le même lien. Et après, bon à savoir que si vous avez plusieurs pièces qui sont liées, machin chose, vous pouvez les sélectionner et faire un petit clic droit STL et pouvoir exporter. Il faut toujours bien combiner vos corps et être sûr que dans vos extrusions, vous avez toujours bien mis join les pièces pour que ça ne soit bien qu'un seul objet. C'est un seul objet qu'on peut exporter. Si c'est plusieurs objets, vous pourrez les exporter séparément, mais il faudra les faire un par un. On ne peut pas tout faire d'un coup, entre guillemets. Donc là, si on revient, donc vous avez bien vu l'explication du STL.
Maintenant, la deuxième petite explication, c'est donc l'OBJ. Donc, qu'est-ce que l'OBJ? L'OBJ, vous avez peut-être déjà entendu parler pour tout ce qui est impression couleur. Donc, si on veut imprimer un couleur, donc par exemple, si lorsque vous allez scanner, par exemple, là, le meilleur exemple, c'est scanner un body, hein, ça se fait beaucoup, et c'est là où l'OBJ a vraiment tout son sens, c'est qu'on va scanner une personne. Donc, comme vous voyez, attendez, hop. Ah bah ça marche pas, je sais pas pourquoi. Comme vous voyez l'OBJ, donc là on a vraiment le scan de la personne, donc qui est la surface complète qui a été scannée, le nuage de points, de triangles qui ont été effectués. Et donc ça, mais comme vous voyez, c'est monocouleur, c'est monobloc, c'est comme une statue de plâtre. Et donc ça, c'est un STL. Et avec ce STL, en plus, vous avez un fichier image, donc JPEG ou PNG, mais en tout cas qui est un fichier image. Et où là, donc comme vous voyez, c'est toujours très spécifique, hein, surtout quand c'est un visage ou un corps. C'est que c'est tout simplement, c'est comme si toute la personne, toute sa peau et ses habits, il avait été tout simplement un peu dépecé, je sais pas comment dire ça plus scientifiquement, mais toute la peau a été décollée et mise à plat. Et donc comme vous voyez, comme la personne est chauve, on s'en rend vraiment bien compte, on voit vraiment le visage comme s'il avait été arraché par l'arrière et remis à plat. Et après, avec ces fichiers, donc on a le STL, le fichier JPEG avec toutes les images, les couleurs, les textures. Et en plus, on a un fichier MTL. Et donc MTL, c'est Material Library. Et donc lui, c'est le fichier qui crée le lien entre votre JPEG et votre STL et qui va dire, voilà, bah, cette découpe-là, tu viens me la caler pile là sur le visage et tu vas venir me la mouler. Et donc c'est celui qui fait le lien entre l'image et la 3D. Et après, la magie de l'informatique fait que ça vient replaquer toutes les textures sur l'objet. Et donc, comme vous voyez à la fin dans la case rouge, on obtient le scan de la personne avec la matière. Et là, ce qui va permettre, avec certaines technologies d'impression 3D, qui peuvent imprimer les couleurs dans la masse directement, et pas juste une imprimante avec, par exemple, deux buses, mais vraiment une imprimante qui imprime directement dans la masse, dans la matière, donc qui permet d'imprimer de très très grosses, nombreuses couleurs et surtout bien réparties. Et ben là, ça va avoir tout son sens. Sur des imprimantes 3D type FDM qui ont une monobuse, ça sert à rien. Mais d'ailleurs, vous pourrez très bien intégrer un OBJ sur votre imprimante 3, dans votre Cura pour imprimer sur une FDM. Il le lira comme un STL. Il lira que le STL et il mettra de côté le JPEG et le MTL comme s'ils n'existaient pas, parce que lui, il peut pas les prendre en compte. Et après, par contre, si vous regardez ici, là, en haut à droite, les deux petits sortes de petits vases un peu là où il y en a un bleu, donc là c'est comme si on l'avait exporté en STL, en monobloc et qu'on l'avait imprimé. Mais si on a une imprimante, on a la chance d'avoir une imprimante double buse ou même plus, ça monte jusqu'à 5 couleurs maintenant, et que vous voulez avoir une impression comme ça, imprimée en monobloc, mais bicolore. Donc déjà, il faut l'imprimante qui est capable de le faire. Mais donc là, vous n'allez pas exporter en OBJ votre objet, vous allez tout simplement exporter deux STL. Un STL jaune, un STL rouge, et après dans votre logiciel d'imprimante. Donc si par exemple si vous avez un Cura pour une imprimante double buse type Ultimaker 5 par exemple, S5, et bien là vous pourrez dire ce STL là, tu vas me l'imprimer avec la buse numéro 1, et ce STL là, tu vas me l'imprimer avec la buse numéro 2, mais il le verra bien comme un monobloc, donc votre objet il sera. Donc là c'est pas de l'OBJ, c'est deux STL qui font de la couleur différemment. Donc c'est encore différent. Mais c'est intéressant de savoir comment faire si on veut faire du bicolore. On n'est pas obligé de faire du OBJ, on peut faire deux STL qu'on imprime en même temps. Ah, quelqu'un arrive. Allô? Oui, oui, bonjour. Ah, Bonjour. 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 Je pensais que la réunion était habilitée. Ah non, on a commencé, mais vous pouvez prendre en cours et vous pourrez D'accord. regarder Par contre, j'ai juste coupé votre micro parce que ou est-ce que vous pouvez juste, parce qu'après, pour m'entendre, il faut que vous ayez votre micro allumé, mais là, ce qu'il y a, c'est que je vous entends. Et là, vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez juste mettre dans le chat, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Comme ça, moi, j'entends plus votre micro parce que ça faisait une résonance. Normalement, vous devez m'entendre. Alors, Teul, parfait. Et ben donc, je continue. Donc, j'étais en train d'expliquer je venais justement d'expliquer le STL et l'OBJ, les différences. Et donc, je disais bien que le STL, c'est vraiment votre fichier avec des millions de petits triangles qui créent votre surface. L'OBJ, c'est la même chose, sauf qu'en plus, il y a la texture, il y a la couleur, et il y a un fichier qui crée le lien sur comment plaquer vos textures sur votre objet. Il existe d'autres types d'exports. Hein. Après, donc, ce sont les exports, il en existe des centaines. Alors, je reviens dans une seconde, je vais fermer ma fenêtre.
Me revoilà, il pleuvait dans le bureau. Et donc voilà, donc il existe d'autres types d'exports. Et donc par exemple PLY qui vient de Polygon. Et donc lui c'est vraiment un nuage de points. Et donc ça c'est plus un fichier qui est obtenu par scan 3D. Mais après ce polygone on peut le transformer en STL ou en OBJ par exemple. Après pareil WRL, on dit VRM, mais souvent c'est un point WRL. Lui c'est vraiment on pourrait avoir exporté ce fichier, mais ce sera pour qu'il puisse être lu par n'importe quelle visionneuse 3D. Aujourd'hui, la plupart des ordinateurs, même maintenant des téléphones portables, ont des visionneuses 3D. Donc, on peut ouvrir un fichier, il y a du PDF 3D et on peut tourner autour. Si vous voulez faire ça, vous pouvez l'avoir en STL ou en point .step, par exemple, qui est l'export le plus classique et le plus universel en 3D et non en impression 3D. Et par contre, après, il y a AMF ou 3MF. Et donc, ça, c'est vraiment ça, vous allez en entendre parler. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais là, vous allez commencer à beaucoup en entendre parler. C'est vraiment le nouveau fichier, le nouvel export qui est lancé, qui est de plus en plus tendance. Aujourd'hui, pas mal de logiciels 3D ne permettent toujours pas d'exporter avec ce additive manufacturing file. Et pas mal de slicers ne peuvent pas encore les ouvrir. Mais c'est vraiment, ça, c'est le nouveau STL, donc c'est même du OBJ parce qu'il prend les textures. Et même plus, il peut même prendre des sons, des vibrations. Donc voilà, c'est un peu le nouvel STL du futur. Donc plus précis, plus professionnel, plus puissant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les machines ne peuvent pas encore tout se lire. Mais dans un avenir assez proche, on parlera plus de STL, sans doute on parlera de AMF ou de 3MF, et ce sera le nouveau fichier standard, ou directement, ce sera comme de l'OBJ, mais plus puissant. Il y aura les couleurs, et on pourra même mettre sur le du ressenti, des vibrations, du son, on pourra mettre plein d'options enregistrées à l'intérieur, et ce qui peut permettre d'avoir des impressions 3D de plus en plus précises, de plus en plus texturées, de plus en plus réalistes. Donc par exemple là à droite, vous voyez bien une personne qui a été scannée son buste, et on voit qu'aujourd'hui maintenant avec la qualité des scans et des impressions, on arrive à avoir vraiment quelque chose de photoréaliste, on dirait un mini clone de la personne, on a même jusqu'au la petite barbe de 3 jours et tout, c'est vraiment ultra détaillé. Et après voilà, pour de l'imagerie médicale ou quelque chose comme ça, maintenant aujourd'hui on arrive à récupérer voilà comme vous voyez différentes textures, couleurs, on peut jouer sur de la transparence. Et ce type de fichier, si on peut les imprimer sur les imprimantes 3D, si on part d'un fichier OBJ ou un fichier AMF, avec un fichier AMF, il sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis qu'un OBJ. Donc ça, c'est un peu l'avenir de l'impression 3D. Mais pour l'instant, la plupart des logiciels ne sont pas compatibles. Donc c'est encore un peu le début. Hop. Et donc, et surtout, avant, là, je vous ai montré comment exporter depuis Fusion. On voit que c'est pas compliqué. On fait un petit clic droit et on fait exporter directement en STL. Mais avant de faire ça, il faut optimiser vos pièces. Il faut c'est pas, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a, moi, en tant que designer, donc je modélise quasiment tous les jours en 3D, mais j'ai vraiment, quand je modélise pour un client, c'est juste pour faire du rendu ou si je sais que ça va être un objet qui va être fait par moule ou par découpe ou quelque chose comme ça, et ben je prends pas du tout la même partie de mon cerveau pour modéliser, j'ai l'impression, alors que quand je modélise où je sais que ça va être imprimé en 3D, et ben j'ai un cahier des charges qui est plus, on va dire un peu plus complexe, parce que pas complexe, mais ils sont complexes dans le bon sens, où je sais qu'il y a plein de petites techniques qui vont me faire gagner un temps dingue en impression et surtout en post-production. Et donc, comme on voit là, par exemple, gérer les angles. Hop, donc je vais revenir sur Fusion. Hop, donc par exemple, sur Fusion, si je crée un petit angle, hop, donc là, par exemple, souvent, ça tombe bien, le hasard est fait. Donc, si on dit 45 degrés, souvent on dit qu'en impression 3D, c'est 45 degrés l'angle jusqu'à laquelle une imprimante peut imprimer sans aucun souci. Donc, hop, je vous montre ça. Je crée là une petite forme exprès facile, qui sont un peu comme des pièces de torture en impression 3D. Je vous montrerai juste après en quoi ça consiste. Et donc ça, votre pièce, si vous la posez comme ça, là, debout, sur votre imprimante, on a l'impression que ça va être compliqué, mais en fait, l'imprimante, elle va d'abord imprimer donc, toute la base, et après, elle arrivera à imprimer cette pièce, même si elle est dans le vide, un peu en porte-à-faux comme ça, parce que chaque couche, comment vous montrer à la webcam, chaque couche sera à peine un tout petit peu décalée par rapport à celle d'en dessous, ce qui fait que comme ça sera à peine décalé de quelques microns, et ben ça ne pourra pas baver, ça restera propre, et ce qui fait qu'on va pouvoir monter comme ça à 45 degrés. Mais ça, 45 degrés, c'était un peu la norme il y a quelques années. Aujourd'hui, les imprimantes 3D en filament, elles sont de plus en plus puissantes, de plus en plus efficaces, elles vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, je sais qu'une CR10, ça peut imprimer quasiment jusqu'à
Je dis CR10 parce que c'est celle où j'ai travaillé dessus là il n'y a pas longtemps et on a été bluffé, on a fait des tests. Et une CR10, elle peut aller jusqu'à un angle de 70 degrés. Donc, pardon, je suis bête. Donc, c'est 20 degrés que je vais mettre. Ah, parfait. Je ne fais pas ce que je veux. Voilà. Et hop, donc par exemple, une CR10, logiquement, elle pourrait même imprimer une pièce comme ça et imprimer juste comme ça, sans mettre aucun support, et ça pourrait faire une impression assez propre. Donc ça va dépendre de votre imprimante, ça va dépendre de votre filament, ça va dépendre de plein de choses. Mais aujourd'hui, on peut imprimer selon les on dit toujours que 45 degrés, n'importe quelle imprimante va pouvoir imprimer sans support. Et après, plus on va descendre, ça va dépendre de la qualité de votre imprimante. Mais maintenant, aujourd'hui, on arrive à être assez bluffé, je trouve, par des résultats. Et donc, par exemple, si vous allez sur Thingiverse, si vous tapez pièce de torture ou angle, overhang, c'est pas mal, voilà. Test object, voilà, il y a pas mal de petits mots-clés à taper et il existe plein d'objets qui sont tout préparés. Et ça, c'est par exemple, c'est génial. Vous voyez cette pièce, vous l'imprimez sur votre machine et elle va s'imprimer comme ça, donc telle quelle. Donc mettez bien sans support, hein, sinon ça n'a aucun sens. Et vous allez comme ça, vous allez voir jusqu'à quel niveau, en dessous, à quel niveau ça s'est mis à baver, on va dire en dessous, que ce soit pas propre. Et vous allez voir que souvent vous allez être bluffé par vos machines. Et après, ça vous peut un peu permettre de. Donc, regardez par exemple cette pièce, on voit que sans aucun support, jusqu'à 75 degrés, ça s'en est plutôt bien sorti. Est-ce qu'il y a. Donc, par exemple, là, il y a une autre personne qui a montré l'exemple. Ils ont compris. Et on voit que vous voyez qu'en dessous, sans aucun support, les machines s'en sortent. Et donc après, il existe plein d'autres pièces. Après, vous avez plein d'autres pièces de torture, des ponts pour faire un test de porte-à-faux entre. C'est pareil, si vous imprimez une sorte de banc, on va dire, souvent, on va avoir envie de mettre du support, mais après, votre machine, elle est capable de faire des petits tracés si elle rejoint deux pylônes. Si elle est accrochée que d'un côté et qu'elle va dans le vide comme ça, là, forcément, ça va tomber. Mais si elle rejoint un autre pylône, s'ils sont pas trop éloignés, elle peut aller assez vite pour tendre et que ce soit et que ça ne bave pas. Mais ça, pareil, ça va dépendre de votre machine. Donc, c'est plein de choses à prendre en compte. Et donc, pour l'optimisation, comme je vous l'ai dit, on peut gérer les angles pour s'amuser. Et donc, tant qu'à faire, si vous créez un objet que vous allez imprimer, et bah, si vous avez un angle comme ça de 70-75, bah, dites-vous, bah, si je mets 65 ou 60, au moins je suis sûr que ça va bien s'imprimer et vous gagnez du temps. Après, pareil, si vous imprimez un objet, donc là, je vais faire un peu exagérer hein, la chose, mais par exemple, si vous imprimez un objet qui est cylindrique, hop, si vous imprimez un objet qui est cylindrique comme celui-ci, si vous voulez l'imprimer comme ça, debout, là, il n'y aura pas de souci, votre objet va s'imprimer, il va être très beau. Mais si, par rapport à l'objet, les formes et tout, vous êtes obligé de l'imprimer comme ceci à plat, et ben là, forcément, ici, vous allez devoir mettre une sacrée surface d'adhésion et il y aura plein de supports pour le supporter. Alors que, entre guillemets, assez facilement, il vous suffit juste, bon, je le fais exprès très rapidement, hein, mais si vous venez juste tout simplement, hop, couper comme ça un peu, en fait, un peu, venir biseauter votre forme, venir la, hop, venir la couper, et ben là, lorsque vous allez lancer votre impression, vous allez pouvoir la lancer comme ça. Là, il n'y aura aucun support, votre objet il va être nickel. Et après, de toute façon, comme votre objet il sera présenté dans ce sens-là et qu'on ne verra pas l'arrière, c'est pas gênant que ce soit coupé. Après, il y a là un peu une autre technique qui est hyper intéressante. Si vous téléchargez, par exemple, depuis un logiciel, depuis une bibliothèque type Thingiverse, un personnage, vous voulez imprimer un petit bonhomme, on va dire. Par exemple, si je reviens ici pour voir un petit bonhomme comme ça, voilà, vraiment, deux jambes, un corps, deux bras, une tête. Si vous voulez imprimer tel quel debout, ou couché d'ailleurs, il y aurait du support partout, entre les jambes, pour tenir les bras, tenir entre les épaules et la tête, il va mettre du support partout. Donc ça peut être hyper long en post-production. Donc la bonne solution, c'est de couper votre pièce en deux. C'est une solution hein, que moi je trouve assez intéressante. C'est de couper la pièce en deux, bah, soit dans le sens de la hauteur, comme ça, ou soit juste couper en deux au niveau du nombril, selon la forme de votre objet, et l'imprimer en deux pièces, en le positionnant pour qu'il y ait le. Si vous le coupez en deux dans ce sens-là, et que c'est possible hein, selon la forme de votre objet, là c'est parfait, comme ça vous les imprimez les deux côte à côte comme ça, il n'y a aucun support, et après vous n'avez plus qu'à les coller, et il y aura une petite, on va dire un peu cicatrice de colle, mais c'est peut-être mieux qu'avoir des cicatrices de support sur toute votre pièce. Ou après, si vous le coupez en deux, bah, vous pouvez imprimer comme ça les jambes à l'envers, elles vont pouvoir s'imprimer sans support, il y aura peut-être un peu de support pour les pieds, mais si c'est juste un peu de support pour le bout des chaussures, c'est moins important que du support partout pour tenir votre objet. Donc il y a aussi pas mal de techniques, et pas hésiter à couper une pièce en deux, ça peut être intéressant. Après, pareil, évider sa pièce. Ça, c'est pas du tout obligé. Hein. Mais par exemple, vous voulez imprimer ce fameux cylindre que je viens de créer. Donc d'ailleurs, je vais le remettre en cylindre normal.
Et là, si je veux l'imprimer tel quel, et ben, alors attendez. Et ben, le truc, c'est que forcément, comme vous connaissez, il va faire une coque, souvent qui fait 1 mm ou 1,2 mm d'épaisseur, et à l'intérieur, il fait du remplissage, du infill, comme on dit dans beaucoup de logiciels. C'est un peu du nid d'abeille qui est à l'intérieur, parce que votre pièce, forcément, elle n'est pas pleine. Si elle était pleine, ça prendrait des dizaines d'heures, alors que comme elle est faite en nid d'abeille, ça va plus vite. Mais le souci, c'est qu'à des moments, on voulait dire, ouais, en fait, je pourrais que ça pourrait aller beaucoup plus vite, j'ai pas besoin que ma pièce, ça soit renforcée. Et ben, la petite technique qui est quand même intéressante, c'est de tout simplement de venir la vider, en faire une coque. Donc, par exemple, là, hop, si je fais une coque, on va dire de 2 mm, comme ça, je sais que j'ai quand même une épaisseur. Donc, mon objet, j'ai le même cylindre, sauf que vous voyez, hop, il est vide. Et ben, comme ça, je vais pouvoir l'imprimer, hop, debout comme ça. Comme ça, il va juste m'imprimer le fond et après, il va m'imprimer le cylindre. Et après, moi, cet objet, je n'aurai plus qu'à le retourner et j'aurai le même effet. Et l'impression sera 3 fois moins longue que si elle était pleine. Donc, c'est toutes des petites astuces. Pensez aux angles, pensez à vider vos pièces, pensez à mettre un maximum de congés sur tous vos objets pour que ce soit plus joli, parce que les arêtes vives, déjà, les arêtes vives dans la conception, ça n'existe pas. Il y a toujours des arrondis, des filets ou des congés, il y a plusieurs petits noms, pour arrondir les angles. Et ça fait des impressions plus propres. Alors que quand on demande des arêtes vraiment vives, l'imprimante 3D, elle peut avoir un peu de mal à faire cette arête vive, donc ça peut être un peu moins propre. Et pareil, si vous avez des sortes un peu de fenêtres, des trous dans vos objets, passez des congés partout, comme ça ils pourront s'imprimer proprement. Si vous ne mettez pas de congés, ça risque d'un peu plus baver, ça risque d'être moins joli et de peut-être plus compliqué à enlever les supports. Des supports, ça arrache beaucoup plus facilement quand il y a des congés sur le bord des pièces, parce que ça crée un peu un point de départ. Alors que si ça part d'une arête vive, c'est plus complexe à venir arracher. Et en arrachant les supports, on risque souvent de casser cette arête vive, donc ce qui est un peu bête. Et aussi, voilà, et après, donc c'est spécifique aux logiciels de surfacique, type Rhinoceros. Donc, ce sont des logiciels pas comme, qui sont pas paramétriques et volumiques comme Fusion ou SolidWorks. Où là, c'est vraiment des logiciels où on trace plein de courbes et on crée des surfaces. Et après, le risque avec ce type de logiciel, c'est que même si on a l'impression d'avoir un objet qui est complètement fermé, il suffit qu'il y ait deux petites courbes en fait, qui se touchent mal. Et finalement, elles ne sont pas tangentes, elles se touchent mal ou elles se croisent. Ou votre surface, elle est dessinée, vous l'avez dessinée dans plein de surfaces pour créer un objet. Et finalement, toutes les surfaces ont leur normale vers l'extérieur. Les normales, c'est un peu, on va dire, comme si c'était le pôle magnétique de votre surface. C'est le sens où elle regarde, on va dire. Et celui qu'il y en ait une où c'était mal géré et qu'elle aille vers l'intérieur, et ben ça fait que votre logiciel ne voit pas ça comme un objet fermé. Il voit ça comme une surface et une autre surface. Et donc ça risque de poser des problèmes en impression 3D. Donc souvent, vous l'exportez en STL de votre logiciel. Et il y a pas mal de petits moyens qu'on va voir tout de suite, qui sont des moyens de nettoyer vos fichiers, qui sont avec des logiciels comme Netfab ou MaxMixer, et qui vous ferment vos objets, qui les transforment, qui transforment toute votre surface en un bon STL bien fermé, imprimable. C'est un peu ça l'astuce. On a toujours le risque que votre objet ne soit pas imprimable. Même si dans votre logiciel 3D, il paraît nickel, vous le mettez dans un slicer, il paraît parfait, et vous l'imprimez, et il y a une partie de votre objet qui ne l'imprime pas. Ça arrive à tout le monde. Vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben c'est juste que en fait, votre STL est pas bon, votre 3D de base est pas bonne. Et donc, au lieu de vous casser la tête, Netfab ou MaxMixer peuvent résoudre beaucoup de problèmes. Comme vous allez voir, MaxMixer est hyper cool, mais quand on voit par exemple ce type d'objet, hein, le dragon là, ça c'est un export de MeshMixer. Donc vous voyez là tous les points, c'est toutes les erreurs qu'il a, tous les petits trous qu'il a trouvés. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et après, on voit qu'entre la première et celle qui est réparée, il n'y a pas de différence. C'est juste que ça c'est venu combler tous les micro-trous qu'il y avait, donc à l'œil, ça ne change pas grand-chose. Mais le problème de MeshMixer, c'est qu'il rabote un peu plus sauvagement que Netfab. Netfab, il répare en ne changeant pas votre forme. Et si Netfab, si c'est trop complexe, il y a trop un gros problème, il vous dit je ne peux pas le faire. Donc allez revoir votre 3D. Alors que MeshMixer, lui, il risque de dire, par exemple, là, si on voit le dragon, moi j'aime bien pour l'explication, si on fait un scan d'une personne et qu'on a les dents qui ont été scannées, qui paraissent bien, et ben forcément il y aura des petits problèmes, il y aura des petits trous, donc MeshMixer fera apparaître des points d'erreur. Et ben dans MeshMixer, si on fait réparer, et ben en fait il va, au lieu de fermer bien chaque dent, et ben il va créer une sorte de gencive, une deuxième gencive. Il va tout relier. Donc on perd du détail, alors que Netfab, lui, il va faire ça propre. Donc les petits détails sur MeshMixer sont un peu moins respectés, ça va un peu plus, ça y va un peu plus à la machette, on va dire, mais ça marche déjà très bien. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, alors, attendez, je ferme ça. Je vais commencer par MeshMixer. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un super logiciel
qui est pas vraiment un logiciel de 3D, qui est pas vraiment un slicer, mais qui est un peu un logiciel transitoire où il est vraiment cool pour intégrer des fichiers et s'amuser à les customiser, les vérifier. Il est assez intéressant pour tout ça. Et donc, par exemple, je vais tout simplement donc d'abord importer un fichier. Donc là, j'ai un exemple exprès. J'ouvre un fichier qu'un ami m'a envoyé qui voudrait que je lui imprime. Donc, c'est deux crânes posés sur une planche. Et donc là, quand on regarde, ça a l'air pas mal. On voit on comprend l'objet. Mais vous allez voir que si je fais, donc c'est dans Analyse, vous avez donc Analyse Inspector, tout en haut à gauche. Si je clique, là, il me montre, vous voyez, donc c'est tous les points où il me dit, voilà, il me montre tous les problèmes que lui, il voit dans la 3D. Donc je suis content, mais vous allez voir justement le bon exemple, c'est que si je fais Automatic Repair, regardez bien là les petits bords des yeux, hein. Donc on voit bien que c'est fermé, hein, les tempes existent. Mais si je fais Automatic Repair, il me répare, et pour lui c'est normal, mais vous voyez qu'il me les a complètement enlevés. C'est qu'au lieu, voilà, comme je vous disais, il y va à la machette. Il y a un problème, au lieu de réparer, il supprime le problème. Donc là, il manque aussi les os du nez et tout. Donc là, clairement, gros problème. C'est pas la bonne solution. C'est pas ce dont on avait envie. Mais pour plein d'autres objets, MeshMixer va très bien réparer et ça fonctionne très bien. Là, c'est spécifique. Et justement, c'est bien, ça vous montre un mauvais exemple. Mais après, donc MeshMixer, c'est toujours pareil. Vous ouvrez, vous importez, analyse, inspector, automatic repair, ou autrement, vous pouvez aussi aller un peu, on est obligé de faire automatic repair. Mais voilà, donc c'est pour montrer que ça marche bien pour les 3D où entre guillemets il n'y a pas trop de problèmes. Là, c'est spécifique, ça vient de Cinema 4D, je pense, la 3D que m'a envoyé mon ami. Et donc on voit que de Cinema 4D, quand il l'a exporté en STL, et ben voilà, ça a posé des problèmes, ça n'a pas bien suivi. Mais ça va aussi dépendre des différents logiciels. Ça dépend chaque logiciel est différent. Donc ça, je ferme MeshMixer et donc je vais vous montrer Netfab. Et donc Netfab, c'est un logiciel payant, mais il y a Netfab Studio Basic, qui est un peu la version démo du logiciel. Donc quand vous l'ouvrez, à chaque fois, il faut juste attendre 10 secondes, donc c'est pas très compliqué. Et après, il faut juste faire Lighter. Et là, ça nous ouvre le logiciel. Mais comme je vous ai dit, comme c'est la version basique, c'est très très limité, hein. Donc moi, je m'en sers juste pour une action, comme ça, pour réparer des fameux fichiers. Et donc là, je vais aller chercher un fichier. Alors attendez, je devais avoir un fichier voilà. Donc là, par exemple, c'était une aile d'éolienne sur laquelle, bah, sont la fameuse aile de l'éolienne d'Agoma. Donc c'est pour vous montrer que là, voilà, là j'ouvre le fichier et il me met bien un gros point d'exclamation en bas à droite pour me dire attention, il y a des problèmes dans ton STL. Après, on voit que la 3D apparaît quand on clique dessus, elle est toute verte. Donc c'est-à-dire qu'elle est bonne. Si elle apparaissait en toute rouge, c'est qu'il y avait un énorme problème. Là, il nous dit qu'il y a un problème, donc il devrait y avoir du rouge et on n'en voit pas. Donc c'est sans doute que en fait, le problème, il est un peu caché. Ça doit être dans les liaisons des différents objets. Donc, on va voir ce qui se passe. Et donc, dans tous les cas, si vous ouvrez votre STL et qu'il apparaît tout vert et qu'il n'y a pas ce petit point d'exclamation, c'est que votre 3D était bonne, votre export a été bon, donc il n'y a même pas besoin de le réparer. Mais si vous l'ouvrez et que même qu'elle soit verte ou rouge, mais qu'il y ait ce point d'exclamation, vous avez juste à aller cliquer ici en haut au milieu à droite sur la croix, sur le repair. Et quand vous cliquez sur cette croix, vous voyez, hop, il vous montre là où il voit les problèmes. Donc là, on voit bien, c'était vraiment la liaison entre les ailes et la tour centrale, on va dire, l'axe. Et donc forcément, là, il me dit qu'il y a un problème. Et donc ici, soit on peut venir jouer sur le nombre de triangles, on peut optimiser un petit peu sa tolérance, on peut optimiser ses caractéristiques. N'y touchez pas trop, le logiciel est hyper bien pensé, il est généré pour optimiser au maximum. Donc, mais après, vous pouvez vous amuser à des moments faire des tests pour comparer deux types d'export. Donc là, j'ai tout simplement donc, importé mon fichier, j'ai cliqué sur réparer, il y a ça qui est apparu, et voilà, vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. Je fais tout simplement automatic repair. Il me demande est-ce que je veux par défaut ou simple. Je mets toujours par défaut, mais j'ai l'impression que de toute façon, c'est la même chose quand on fait l'un ou l'autre. Vous avez juste à faire exécuter. Vous voyez en bas à droite que ça calcule. Donc vous le laissez. Hop, on voit bien que les problèmes ont disparu. Et il faut bien faire appliquer. Apply repair. Il me demande est-ce que vous voulez en gros écraser l'ancien fichier par le nouveau. Je mets bien oui. Et là, voilà, maintenant j'ai mon fichier qui est ouvert et j'ai plus le point d'exclamation. Et donc maintenant, mon fichier dans le browser ici, il est là. Donc j'ai juste à cliquer dessus, clic droit, et je fais exporter. Et donc j'exporte bien en STL. Vous voyez que je peux exporter encore aussi en pas mal d'autres fichiers, hein, donc ce dont je vous ai parlé, plus là, quelques autres fichiers qui sont liés à des logiciels 3D, type 3DS. Mais nous, c'est bien un STL. Donc pareil, on a STL ou ASCII, donc binaire ou ASCII. Nous, on prend
le premier, comme ça c'est compressé. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est hyper bien fait, c'est que j'ai juste à faire save. Et donc là, il me dit bien, il y avait 19 problèmes. Et donc j'ai juste à faire réparer. Et il me dit bien qu'OK, il les a réparés. Et on exporte. Et donc maintenant, si vous allez sur votre fichier où était la. Donc moi, j'avais mon L qui était là au début, qui faisait 91 MO. Maintenant, il s'est enregistré dans le même fichier. Mais ce qui est bien, c'est qu'il l'écrase pas, il l'enregistre en mettant réparé derrière. Comme ça, vous savez que c'est votre fichier qui est réparé. Et vous voyez qu'il est passé de 91 MO à 14 MO. Déjà, il nous l'a vachement. Parce qu'après, tout ce qui est, on va dire, un peu surface interne et tout, il optimise, il enlève. Les parties planes, au lieu que ce soit 40 triangles, il les transforme plus qu'en une dizaine de triangles. Donc, ça allège vachement votre fichier. Donc, comme ça, votre fichier, il est plus léger et vous êtes sûr qu'il est imprimable et qu'il n'y aura pas de problème. Donc, ça fait quand même une belle différence. Hop, alors attendez, je reviens. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez réparé votre fichier. Donc, vous voyez, c'est pas. Donc, je vais quand même vous le refaire en très rapide pour être sûr que vous voyez bien la manip. J'ai ouvert Netfab. Je vais faire importer fichier. Je clique. Attendez. Je vais chercher mon fichier d'origine en STL. Il me l'ouvre. Et après, donc, il y a juste à faire la croix, automatic repair, apply repair, execute. En gros, on fait toujours OK, OK, OK. Donc, vous voyez bien, là, il y a le problème. On fait la croix rouge. On clique sur automatic repair. On exécute. Et on attend que ça charge. Et après, on applique. On écrase l'ancienne version. Après, on doit faire clic droit sur le nom de notre objet. Et on fait exporter la part en STL. Et après, on n'a plus qu'à l'enregistrer. Donc vous avez bien compris, on importe, on fait la croix rouge, on fait automatic repair, on exécute, on applique et on réexporte en STL. Et comme ça, votre fichier, vous êtes sûr qu'il est imprimable. C'est quand même assez intéressant. Après, l'autre chose qu'on me demande souvent, en fait, tout simplement, c'est aussi comment importer un fichier dans Fusion 360. Comment importer un STL. Peut-être qu'un ami va vous donner un STL, vous allez les récupérer un STL sur Thingiverse, mais vous avez envie de le personnaliser, lui rajouter quelque chose, rajouter un nom, mettre un texte dessus, changer le diamètre, voilà, il y a plein de choses possibles. Mais si vous avez déjà essayé dans Fusion 360 d'importer un STL, il peut l'ouvrir, il peut le lire, vous pouvez tourner autour, mais malheureusement, on ne peut pas du tout interagir avec le STL. Donc là, je vais vous montrer la petite manip. C'est pas compliqué, c'est très répétitif. Et au début, là, quand je vais vous le faire, vous allez vous dire waouh, la manip, elle paraît quand même complexe. Et en fait, non, il n'y a rien de complexe. C'est étrangement, il faut le faire en 10 étapes. Alors que je suppose que dans les prochaines versions, ça pourra être fait en un clic droit. Et donc, par exemple, là, je vais vous montrer. Donc, j'avais déjà téléchargé. Donc, j'avais juste fait, on pouvait faire. Je l'avais fait par insérer, je pense, insérer un mesh et j'avais été chercher mon STL. Autrement, on peut directement aller le uploader ici dans votre data. Et donc, c'est toujours là, j'ai repris le même objet, hein, comme ça on reste sur la même. Hop, et donc là j'ouvre, et donc vous voyez, donc ça c'est un STL. Donc déjà il me le propose en sculpt, il n'est plus en mode modèle, parce que lui il voit vraiment ça comme une surface, il voit plus vraiment ça comme un objet. Et donc vous voyez qu'il apparaît en violet. Ça c'est l'indice. Et donc tant qu'il est violet, c'est qu'il n'est pas modifiable. Il faut qu'il soit gris pour être un vrai corps qu'on va pouvoir modifier. Parce que là par exemple, regardez, si je vais dans modèle et que je veux, disons comme je vous disais, interagir et donc faire un trou là, ça évite de juste faire un. Donc je me mets sur le plan là, et donc je veux juste faire un trou à l'intérieur pour, je sais pas, pour en faire un porte-clés, je dis un peu au hasard, mais pour en faire quelque chose. Hop, si je prends mon objet, là, normalement, si vous connaissez un peu Fusion, l'objet, soit il se croise, il me demanderait soit un new body, soit de joindre, ou soit de couper. Et vous voyez bien, si je mets cut, il me dit il peut pas parce qu'il croise rien. Pourtant, si on regarde bien, on voit bien que les deux objets se passent l'un à travers l'autre. C'est tout simplement que là, comme ça, c'est juste une surface. C'est comme si elle n'existait pas pour lui. Donc voilà, donc c'est plutôt handicapant. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas interagir. Donc c'est pas le but, si l'objectif était de pouvoir un peu jouer avec. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est transformer ça pour qu'il devienne un body. Et donc là, dans body, vous avez bien votre body. On voit bien que c'est pas un body, c'est bien un mesh body, donc c'est bien une surface. On a le petit logo avant. C'est pas un objet qui est fermé. Et donc si je fais clic droit dessus, j'ai mesh to be rep. Et donc ça, vous en aurez besoin, le mesh to be rep. Et si le mesh to be rep apparaît pas quand vous faites clic droit sur votre objet, c'est parce que ici, donc c'est là, attention, concentrez-vous bien, il y a le petit subterfuge. Il faut aller sur le nom de base de votre objet, de votre fichier tout en haut.
faire clic droit. Et ici en bas, vous avez Capture Design History. Et si avant, vous n'avez pas le Mesh to be Rep, d'ailleurs, je vais cliquer, je vais vous montrer, c'est que vous avez Do Not Capture Design History. Et donc ça, c'est pour enregistrer ici en bas toutes vos étapes. Donc c'est hyper intéressant, c'est l'avantage du paramétrique, c'est qu'on peut changer un diamètre au début de cette 3D et ça va tout se modifier jusqu'aux petites modifications qu'on a faites, donc c'est ultra pratique. Mais là, pour transformer un STL en mesh, en gros, il faut supprimer cette option pour simplifier la vie au logiciel et pas qu'il garde trop en mémoire. Donc là, si je clique dessus, vous voyez que là, j'ai pas le mesh to be rep. Donc il faut bien que j'annule cet historique. Donc on voit que l'historique disparaît. Et là, si je fais clic droit, j'ai le mesh to be rep. Et donc on voit bien sur le petit logo que c'est une surface qui se transforme encore. Donc je clique, il me prend bien mon objet, il a compris. C'est bien un objet sélectionné que je viens transformer en new body. Je fais OK. Et là, il me dit conversion impossible, il y a 280 000 facettes. Donc c'est beaucoup trop lourd pour lui pour le transformer en un objet. Donc, OK. Donc là, la technique, c'est de réduire le nombre de triangles. Parce que là, si vous regardez, si je vais un peu zoomer, on voit que des triangles, il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. OK, on a une courbe qui va être superbe, mais sans doute qu'avec 2 ou 3 fois moins de triangles, on pourra avoir la même courbe. Donc la petite astuce, c'est de sortir du mode modèle, d'aller dans le mode mesh. Et ici, vous avez dans Modify, vous avez Reduce. Et donc, toujours pareil, qu'est-ce qu'on veut Reduce? C'est notre mesh. Les reduce types, mettez-vous bien en adaptive, parce que si vous mettez en uniforme, il va juste diviser le nombre de triangles partout homogénéiquement, alors que c'est pas le but. Il faut qu'il soit adaptif. Comme ça, toutes les parties qui sont planes, qui sont remplies du hasard de 1000 triangles, il va pouvoir transformer en 4 triangles, parce que c'est une partie plate. Alors que là où c'est très complexe, il va garder un maximum de triangles. Il va essayer de répartir vos triangles au mieux et en mettre le moins possible là où c'est des surfaces les plus simples pour lui à générer. Et donc, si on regarde ça, hop, on peut aussi gérer. Donc, nous, je préfère travailler par face account, comme ça on voit le nombre de faces. Donc, on avait vu qu'avant on était à 280 000, si je dis pas de bêtises. Lui, de base, il me propose de le réduire à 70 000. Et donc, je vais dire OK, je valide. Donc là, vous allez voir, ça prend toujours un petit temps. Hein. Hop. Donc, je laisse mon ordinateur calculer. Hop, Sabrina, je ne sais pas si tu m'entends finalement avec tout ça, si tu as réussi à revenir. Je vois que tu es revenu dans le chat. Hop, donc bref, donc là j'ai transformé. Donc maintenant, si on va regarder, vous voyez que les petits triangles qui étaient tous les mêmes, un peu comme ceux-ci avant, maintenant, dans les endroits un peu plus simples, il a été plus parfait, Sabrina. Il a été plus optimal, il a agrandi les triangles. Et là, pareil, il a mis beaucoup moins de triangles qu'avant. Donc on est passé de 280 000 à 70 000. Donc maintenant, je reviens dans modèle, c'est toujours pareil, il faut changer les modes, et je fais clic droit et je fais Mesh to be Rep. Il est sélectionné, toujours pareil, OK. Et là, il me dit toujours pareil, 70 000, c'est trop, je ne peux pas le faire. Donc on fait OK. Et donc on recommence, hein, toujours la même manip. On va dans Mesh, on fait Modify, on fait Reduce, on sélectionne son Mesh. Et lui, là, il me le propose automatiquement. Je pourrais en mettre plus, hein, mais tant qu'à faire pour l'exemple. Après, vous pouvez être joueur et demander plus. 17 000, je vais me dire OK, ça me suffit. Je fais OK, donc là, il calcule un petit peu. Donc on voit que maintenant les triangles sont de plus en plus grands. Mais comme vous voyez, il y en a tellement que ma courbe, visuellement, il n'y aura peut-être aucune différence. Mais peut-être qu'elle sera un peu plus facettée. Ça peut poser des problèmes selon certaines. Par exemple, si on fait le scan d'un objet, moi, par exemple, j'ai fait du scan comment vous dire, de statues d'œuvres d'art, de bustes un peu à l'ancienne de Zeus ou des choses comme ça. On les a scannés, hein, c'était des petits modèles en fonte pour pouvoir les réimprimer en plus grand. Et ben, le problème, c'est qu'on scannait en hyper bonne qualité pour avoir l'objet le plus parfait possible. Mais après, il n'y avait aucun logiciel, comme on devait le personnaliser. On était obligé de perdre un fond en qualité pour pouvoir le customiser. Donc, à des moments, si vous scannez, par exemple, ça ne sert à rien de scanner en II HD, parce qu'après, votre logiciel 3D ne vous permettra pas de le modifier. Donc, c'est à prendre en compte. Vous voyez, vous devrez toujours réduire le nombre de triangles. Donc là, j'ai encore réduit. Donc maintenant, si je reviens sur le mode modèle, je fais clic droit, toujours pareil, hein, Mesh to be Rep. C'est bien celui-là, je fais OK. Et là, il me dit toujours, attention, ça risque de poser problème, mais là, il me dit qu'il peut le faire quand même. Et il me dit plutôt, faites-le pas, mais je peux quand même le faire. Donc là, on met OK. Donc vous allez voir, ça va bugger à la fusion 360 quelques secondes. Voilà, même pas. Voilà, il nous l'a calculé. Il calcule encore. Et logiquement, si tout se passe bien, depuis tout à l'heure, on voyait que l'objet était un peu en violet. Il devrait devenir gris. Et surtout, le Mesh to be Rep, voilà.
voyez, la grosse différence, c'est que d'origine, il était violet comme ça, donc ça, c'était un mesh qu'on pouvait pas modifier. Et maintenant, on voit bien qu'il est devenu un body, qui est devenu gris. Et comme je vous disais, la grosse différence maintenant, c'est que si je veux mon fameux trou le même que tout à l'heure, là, je viens croiser l'objet, et que là, je mets cut, et ben là, il veut bien, parce qu'il comprend le nouveau body. Et si je fais OK, et donc là, c'est ce qui peut permettre de vous montrer. Donc, j'ai fait juste un trou, hein, mais vous pourrez mettre un nom, le personnaliser, rajouter des objets, le customiser. Et là, on voit que maintenant, j'ai pu modifier mon STL. Donc ça, c'est quand même important. Donc, vous avez bien vu la petite méthodo, hein. Le clic droit sur votre objet. Attendez, là, je dois ressortir de ça. Il calcule. Hop, suite. Voilà, forcément, selon votre ordinateur, votre connexion Internet, ça peut plus ou moins ramer, hein. Mais avec Fusion, des moments quand il rame, il faut juste le laisser tranquille et il va finir par s'en sortir. Ne commencez pas à cliquer partout. Souvent, il s'en sort plutôt bien. Donc, il faut juste le laisser faire, lui laisser quelques secondes. Et donc là, vous voyez, si je reviens sur mon objet, donc, comme je dis, là maintenant, j'ai pu le modifier. Donc, c'était ça quand même l'objectif. Mais donc, mais par contre, comme j'ai supprimé le design history, vous voyez qu'il n'y a plus votre historique. Donc, si maintenant vous commencez à faire 10 000 étapes pour créer une base, la personnaliser, et ben, le problème, c'est que ça n'enregistrera pas toutes vos étapes. Donc, il ne faut surtout pas oublier à la fin de refaire clic droit sur le nom général de votre objet et de réactiver ce Capture Design History. Donc, ça, c'est le petit oubli qu'on peut faire. Et le problème, c'est que si on ne le remet pas en route, ici, vous n'allez pas avoir ce petit onglet là qui réapparaît. Donc, d'ailleurs, là, la preuve, là, c'est que le perçage que j'ai fait, vous voyez, comme je l'ai fait trop vite, ce qui arrive souvent, c'est qu'on oublie de réactiver le Design History. Et donc, c'est qu'elle n'existe pas cette étape. Je peux pas modifier le diamètre, ce qui est plutôt handicapant. Alors que si je l'avais fait après, j'aurais pu, ou si j'avais réactivé le design history avant de faire mon perçage, j'aurais pu rebouger le diamètre et ça aurait customisé. Et donc, si je résume, n'oubliez pas, clic droit sur le nom de l'objet. On fait bien do note, donc on lui demande d'arrêter. Attendez, ça devrait arriver. Ah, excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Ah, bon, bah, il y a un petit bug. Voilà, ça devrait toujours pas. Bon, on voit que ça bug, mais vous avez bien compris. Clic droit, voilà. Clic droit sur le nom. Vous devez d'abord faire Do Not Capture Design History tout en bas pour pouvoir le transformer, votre mesh en birep. Parce qu'autrement, le mesh to birep n'existera pas dans votre clic droit sur votre objet. Donc d'abord, clic droit sur le titre dans votre browser. Vous annulez le Design History, vous l'enlevez. Clic droit sur votre mesh to birep. Après, c'est bientôt terminé, de toute façon on est sur la fin là. Donc c'est toujours pareil, donc retenez bien l'étape, on fait mesh to be rep, et après on peut réexporter, et l'avantage c'est qu'après on n'a plus qu'à aller, on n'a plus qu'à aller réimprimer. Hop, ça je vais le fermer parce que ça fait galérer mon ordinateur. Il y a beaucoup de choses allumées en même temps. Et donc si on revient ici, donc je vous ai bien montré donc NetFab basique, et maintenant la petite technique, ce qui est génial, c'est que NetFab basique c'est un logiciel installé sur votre ordinateur et tout, mais maintenant ils ont fait encore plus simple, vous avez NetFab Online. Et donc ça, vous allez sur NetFab Online, vous tapez, vous avez tout simplement le site service NetFab. Et donc vous arrivez tout simplement sur cette page, comme vous voyez. Et là, vous avez Upload 3D modèle. Et là, vous avez qu'à cliquer dessus. Vous téléchargez votre fichier. Et donc là, je vais prendre l'aile de l'éolienne, pardon. Donc vous voyez, ça télécharge. Là, l'avantage, c'est que on n'a plus besoin de faire la croix, exporter, réimporter. En fait, c'est le site qui fait tout seul. Vous envoyez votre 3D, vous allez voir, une fois qu'elle va être téléchargée, donc 100%, on attend un peu. Et en fait, là, il est en train de nous la réparer. Là, elle est en train de la régénérer. Et après, on a juste à la retélécharger et votre STL, il est nettoyé. Donc, c'est quand même plutôt intéressant comme système. Après, moi, je préfère toujours travailler avec NetFab basique. Comme ça, je vois où était le problème et ça me permet de le résoudre pour mes prochaines 3D ou d'aller directement le résoudre dans ma modélisation. Alors, on voit qu'il est en processus de réparation. Mais là, il y a un côté quand même pratique, c'est que si vous voulez pas vous prendre la tête, dès que vous téléchargez, logiquement, si vous modélisez avec Fusion, vos STL, ils seront toujours parfaits. Il n'y aura jamais à les réparer. C'est plus si vous travaillez en surfacique ou que c'est des logiciels des STL que vous avez téléchargés d'Internet.
Là, il peut y avoir un vrai problème d'export ou des bugs. Et donc, le plus simple, moi, je sais que par exemple, si vous téléchargez un fichier, tous vos fichiers que vous avez téléchargés de Thingiverse, par réflexe, passez-le dans NetFab Online. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça vous enlève. Et déjà, ça vous allège vos fichiers, ce qui est quand même pas négligeable. Et en plus, ça vous les répare. Donc, intéressant. Donc, comme ça, vous avez bien vu qu'il y a Mesh Mixer, il y a NetFab basique ou maintenant NetFab Online. C'est trois techniques différentes. Donc là, il est toujours en train de processing, hein. De toute façon, vous allez voir, ça ne devrait pas tarder, mais au pire, dans tous les cas, si ça galère et qu'on n'a pas le temps, à la fin, il y aura une ligne qui apparaîtra, il sera juste écrit download, et vous téléchargerez, et ça vous retéléchargera votre fichier, qui sera un peu plus léger et logiquement optimisé et réparé. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Hop. Et donc ici, après, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez votre STL qui est parfait, hein, vous savez bien, vous avez juste à le transférer dans un slicer type Cura, Simplify. Et de là, une fois que vous aurez positionné votre objet, donné la qualité que vous voulez, tout ça, ce qui en ressort, c'est un export. Et là, c'est plus un STL, c'est un G-code. Donc en fait, vous avez votre 3D qui vient de votre logiciel, vous l'exportez en STL pour pouvoir le trancher, et lui après, il en ressort un G-code qui est la langue pour l'imprimante 3D. Et donc le G-code, hein, c'est de l'automatisme, on va dire, basique, hein, ça existe depuis très longtemps. Comme vous voyez, bon, en gros, ça donne un code et après, c'est des coordonnées. Et donc, moi, pour expliquer un G-code, je trouve que le plus simple pour l'expliquer, c'est imaginer un enfant qui rejoint derrière un paquet de céréales des points là, pour faire un dessin, pour dessiner un bourdon. Et ben, c'est la même chose. C'est le logiciel, c'est que des lignes de code comme ça, et c'est X, Y, Z. Et ça va donner vraiment des coordonnées de points. Et après, l'imprimante, elle vient juste relier tous ces points. Et une fois qu'elle a relié tous ces points, hop, on lui dit monte ou descend un peu selon l'imprimante et il recommence. Et donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est plus qu'un fichier texte. Donc pareil, un G-code, c'est comme souvent hyper léger parce que c'est qu'un fichier texte. Et après pareil, selon votre niveau en geekery, je pourrais dire, on peut aller directement dans le G-code pour customiser si on veut changer une vitesse, une température. Là par exemple, on voit que le Z c'est Z 0,3. C'est-à-dire qu'il va commencer à la première couche à 0,3. Si vous avez un mauvais réglage sur votre machine, au lieu de refaire tous les exports, de tout recommencer, on peut rentrer directement dans le G-code, on va mettre Z02 et au moins la première couche sera un peu plus basse. Une fois qu'on connaît bien sa machine et qu'on connaît bien comment ça fonctionne, on peut gagner du temps en allant directement customiser les G-codes. Mais là, c'est un petit plus. Et ben donc maintenant, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions? Donc je vois que là, Sabrina vient de se déconnecter. Elle m'a dit qu'elle regarderait plus tard. Mais par exemple, David, ou Nathalie ou Hélène, est-ce que vous avez des questions? Donc, j'allume pas vos micros parce que en fait, ça fait des résonances et tout le monde s'entend, ça fait des échos, donc c'est pas hyper agréable. Donc, n'hésitez pas dans le chat directement, je verrai vos questions et tout le monde verra. Et quand je vais mettre des réponses ouvertes à tous, tout le monde verra la réponse. Mettez bien à tous les participants, comme ça tout le monde verra vos questions. Bah déjà, dites-moi, est-ce que ça vous a plu et si vous avez des petites informations, si vous voulez que je revienne sur quelque chose, n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, on m'entend, c'est déjà le principal. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Est-ce que ça vous a éclairé? Hop, je vais essayer de mettre la webcam un peu plus dans l'axe du chat. Pas de questions pour Nathalie, c'est parfait. De toute façon, après, il y aura le replay de la vidéo en ligne. Donc ça, dans tous les cas, vous aurez tout ce que vous... exactement, vous pouvez retrouver le cours en ligne. Et aussi bien, donc là, il y aura 7 classrooms sur les exports, mais il y en a plein d'autres. Toutes les anciennes qui ont déjà été tournées depuis plusieurs mois, elles sont en ligne. Vous pouvez les retrouver sur votre page F3DF. Et donc, n'hésitez pas à regarder les autres replays. Et puis surtout, hop, alors attendez, faut que je revienne là-dessus. Puis surtout, voilà, donc le replay sera en ligne demain sans doute. Et après, maintenant, il y a un nouvel onglet sur le site F3DF. N'hésitez pas, qui s'appelle Forum. Et là, le but, c'est que c'est un petit forum pour communiquer entre vous et entre nous. Et l'idée, c'est que vous nous proposiez des classrooms. Après, n'oubliez pas qu'on a aussi pas mal de e-learning, donc de suivre, regarder si ça peut vous intéresser. On donne également des formations à Paris ou dans pas mal de villes en France.
Et puis donc moi je vais vous dire au revoir tout le monde et puis à bientôt pour une prochaine Classroom et n'hésitez pas à aller sur le site F3DF, il y a tout est expliqué. Au revoir tout le monde, à bientôt.